L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Effectivement, ensemble avec Eliana Gurfinkel, nous allons découvrir des personnages qui ont fait l'histoire d'Israël et en particulier, on va dire, l'histoire sécuritaire, secrète même d'Israël, puisque ce matin, vous avez choisi de nous parler de l'affaire Lavon. Exactement. Essek Habish, comme on l'appelle en hébreu. Exactement. Alors, il faut d'abord dire que c'était un très grand scandale politique dans les années 1950, que ça a touché à David Ben Gurion en particulier. Il faut repartir en arrière. Nous sommes donc juste après la création de l'État d'Israël. Quelques années après la création, en 1952, on a la révolution nationaliste égyptienne. Il y a une inquiétude qui grandit en Israël puisque le nouveau régime a des orientations politiques assez anti-israéliennes. Et donc, on a une opération qui est mise en place qui s'appelle l'opération Susanna, qui cherche à brouiller les relations entre le gouvernement égyptien et les gouvernements occidentaux. En particulier, on pense au gouvernement américain et britannique. Plus particulièrement afin d'empêcher l'application de l'accord anglo-égyptien sur le retrait des troupes britanniques de la zone du canal de Suez. Ils n'ont pas tort, puisque un peu plus tard, on aura la guerre, on aura l'opération du Sinaï, voilà. Alors, qu'est-ce que vont faire les Israéliens ? Eh bien, il y a le chef du Haman. Le Haman, ce sont les services de renseignement de l'armée. Deuxième bureau, ce qu'on appelle le deuxième bureau. Le deuxième bureau, d'accord. Et donc, le chef du Haman de l'époque, qui s'appelle Binyamin Ghibli, va organiser des attentats à la bombe contre des intérêts égyptiens. Oui. Et occidentaux. Alors maintenant, ce qu'il y a d'assez particulier, c'est que l'unité qui est chargée de l'opération, ce ne sont pas des Israéliens qui habitent en Égypte, non, ce sont des Juifs égyptiens, ce qui est quand même assez osé, on va dire ça comme ça. Et c'est ainsi qu'en 54, on a un bureau de poste à Alexandrie qui est victime d'un attentat à la bombe. Un peu plus tard, 12 jours plus tard, le 14 juillet, on a les bibliothèques de l'agence de propagande américaine qui est à Alexandrie et au Caire, donc les deux bibliothèques sont aussi touchées par des explosions. Et un peu plus tard, on a un théâtre qui est possédé par des capitaux britanniques qui lui aussi va être touché. Alors il faut dire que les dégâts sont faibles, il n'y a pas de victimes, mais quand même ça commence à embêter un petit peu l'ambiance, on va dire ça comme ça en Égypte. Et en Égypte, un jour, on arrête un homme qui s'appelle Philip Nathanson, qui a en fait une bombe qui est dans sa poche, qui est une bombe qu'il transporte et qui prend feu. Et donc il se fait arrêter par les Égyptiens et très rapidement l'ensemble du réseau est découvert et est arrêté. Alors, un des suspects est torturé à mort en prison, un autre est tué et se suicide, et on a un procès qui va être entre le 11 décembre 1954 et jusqu'à la date d'aujourd'hui, le 26 janvier 1955, et on a deux des accusés, Moshe Marzouk et Shmuel Hazar, qui sont condamnés à la pendaison et exécutés. Donc, je vous rappelle, ce sont des Juifs égyptiens, ce ne sont même pas des Israéliens. Le responsable de l'opération, lui, il s'appelle Avraham Sadenberg. Il réussit à s'enfuir d'Égypte. Il est arrêté en 56 par les autorités israéliennes. On se rend compte qu'il essaye de vendre des informations à l'Égypte. C'est pas très sympathique tout ça. Il va être jugé et condamné à 10 ans de prison. Il faut dire que Isser Harel, qui est à l'époque responsable du Mossad, va affirmer en 1980 que Seidenberg avait été retourné par les Égyptiens dès avant l'opération Susanna. Donc il faisait déjà partie c'était déjà un double espion, on va dire ça comme ça. Alors cet événement va d'abord accélérer l'immigration des Juifs égyptiens. Il en restait 60 000. Les derniers partiront juste après la guerre des 6 jours. C'est vraiment la fin vont partir juste après la guerre des 6 jours. Mais de là, il va y avoir une grande peur au sein de la communauté juive. Et puis surtout, ce qui est important, et c'est pour ça que je vous en parlais aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un retentissement international de l'affaire et qui va être très très négatif pour Israël. Si on parle de la 5e colonne, alors est-ce que les Juifs dans tous les pays du monde seraient une 5e colonne pour Israël ? C'est la première question. Et automatiquement, Moshe Sharet, qui était à l'époque le Premier ministre, va ordonner une enquête. Et le ministre de la Défense, Pinchas Lavon, affirme n'avoir pas été tenu au courant de l'opération, mais le colonel Ghibli, lui, il dit le contraire.
Shimon Peres ainsi que Moshe Dayan témoignent contre Lavon, qui doit démissionner le 17 février 1955, et la personne qui va le remplacer, c'est l'ancien Premier ministre David Ben Gurion. Et il faut savoir qu'un peu plus tard, on a eu des révélations sur cette affaire, et il semblerait qu'au contraire, donc on est en avril 1960, donc on est 5 ans plus tard, l'affaire est relancée parce qu'on a des doutes sur le témoignage du colonel Gibli. Ben Gurion organise de nouvelles auditions, et cette fois-ci, on se rend compte que Lavon avait, été mise à l'écart de l'opération, donc qu'il ne le savait pas, ce qui veut dire que les personnes qui étaient mises en cause automatiquement, c'était lui-même. Non, c'était Peres et Dayan, puisque c'était elle qui était au-dessus de lui, et que la personne qui les protégeait à l'époque, c'était Ben Gurion. Et donc, il y a eu quand même un autre retentissement, cette fois-ci plutôt interne, et c'est une des raisons pour lesquelles Ben Gurion a dû quitter son parti, le Mapai, en 63, et il va créer en 65, avec Peres et Dayan, le Rafi. Voilà, le Rafi qui, un peu plus tard, retournera, mais ça, c'est pour une autre histoire et pour un autre matin. Merci beaucoup, Eliana. Il faut souligner, je crois que certains des membres de ce réseau qui ont participé donc à ces attentats en Égypte ont fait leur alia. Il y en a, je pense, qui sont encore en vie aujourd'hui. Je crois qu'il y a Marcel Dassa qui est un des membres je pense qu'il est encore en vie. Je me souviens l'avoir interviewé il y a de nombreuses années. Mais en tout cas, c'était particulièrement intéressant ce rappel de cette affaire du Essek Habish, comme on l'appelait en ivrite, et c'est vraiment pas traduisible en français. C'est-à-dire une mauvaise affaire. C'est ce qu'on appelle la sale affaire. La sale affaire de ces années 50, sur le plan sécuritaire dans les relations avec l'Égypte. Merci Eliana. C'est quand même assez intéressant, je pense qu'on en reparlera, de voir l'utilisation des fois partielle des communautés juives pour que le Mossad puisse arriver à ses fins. Mais là, c'était quand même un petit peu trop. Voilà, merci beaucoup Eliana. Nous marquons une pause et ce sera tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.